Merci à tous les deux de votre souplesse. En effet, on a tellement bien roulé précédemment qu'on a gagné quelque temps. Et c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Bonjour, Dr Gaudreault. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, donc, vous avez vous aussi 10 minutes pour nous faire votre Mhm. communication. Est-ce que vous avez déterminé qui commençait entre vous? Ça va être moi pour débuter. D'accord. Alors, c'est à vous, Ok. M. Gaudreault. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis bien heureux de m'adresser à vous à titre de président du Collège des médecins du Québec dans le cadre des États généraux du travail social. Et comme vous avez pu le constater, je suis accompagné du docteur Isabelle Tardif, qui est directrice générale adjointe et secrétaire au Collège. Il est primordial que tous les professionnels de la santé et des services sociaux travaillent de concert au bénéfice des patientes et des patients. L'avenir de notre système de santé passe par la collaboration interprofessionnelle. C'est aussi une planche de salut face aux nombreux ratés et écueils de son fonctionnement actuel. Des soins universels de qualité passent par l'union des forces de tous les intervenants du milieu. Le Collège estime même que la collaboration interprofessionnelle est la voie à emprunter pour offrir le meilleur aux patients. En fait, dans tout ce qu'il entreprend, le Collège croit mordicus au principe de collaboration. Nous avons d'ailleurs défendu récemment ce principe lors de notre passage en commission parlementaire pour présenter notre mémoire sur la sécurisation culturelle en santé. Ce qui m'amène à vous rappeler qu'au Collège, notre mission, c'est de protéger le public en offrant une médecine de qualité. Cela doit se faire notamment avec l'apport des autres professionnels de la santé et des services sociaux, dont la précieuse collaboration des travailleurs sociaux. Nous sommes conscients que trop souvent, le travail social est occulté par les enjeux de santé physique. Or, derrière chaque douleur ou déficience physique se cache un être humain avec ses doutes, ses inquiétudes, ses questionnements et son mal-être qui doit interagir avec son environnement social. En soins de proximité, la contribution des travailleurs sociaux est inestimable, voire fondamentale. Mais elle reste dans l'ombre, méconnue et malheureusement peu valorisée. Les choses doivent changer, car dans le rouage du système québécois, les travailleurs sociaux jouent un rôle pivot qui permet d'optimiser les soins reçus par la patientèle et d'assurer leur accessibilité, quels que soient les contextes. J'en profiterai donc aujourd'hui pour vous présenter les observations du Collège relativement aux 4 grands chantiers des États généraux, la perspective et les pratiques en travail social, l'organisation des services sociaux et enfin la formation des travailleurs sociaux. Parlons d'abord de la perspective en travail social. Nous vivons dans une société en constante mutation. Les changements sociaux sont donc inévitables, même souhaitables. Et qui de mieux placé que les travailleurs et les travailleuses sociaux pour y contribuer en aidant même au passage la population à mieux y adhérer? Ils interviennent, les travailleurs sociaux, notamment auprès des clientèles discriminées, fragilisées et marginalisées ou encore les personnes opprimées en raison de l'âge ou d'une déficience, par exemple. Ils sont donc des acteurs de premier plan pour dénoncer les iniquités et pour tendre vers un meilleur équilibre, voire une justice sociale en santé. Les travailleurs sociaux sont de véritables vecteurs de changement. La population a besoin d'eux, besoin de leur expertise, de leur impulsion, de leur doigté et de leur humanité. L'ensemble des professionnels de la santé aussi, d'ailleurs. Un mot maintenant sur les pratiques en travail social. Vous savez, depuis une bonne année déjà, je sillonne les 4 coins du Québec dans le cadre d'une vaste tournée des pôles en santé. Au fil de mes visites, j'ai pu constater que presque partout, les gestionnaires sont contraints de faire toujours plus avec moins. Le personnel est à bout de souffle parce qu'une pénurie d'effectifs mine le moral des troupes et affecte l'accès aux soins, mais les soignants font tout de même preuve d'ingéniosité et d'une infatigable volonté pour continuer à prendre soin des patients malgré les embûches. Qu'ils soient médecins, infirmières, ergothérapeutes ou travailleurs sociaux, tous les professionnels de la santé ont à cœur les patients et leur mieux-être. Après tout, c'est par passion, par vocation que nous avons choisi d'exercer nos professions. Nous avons tous déjà été initiés à la notion de déterminant de la santé. En effet, ce n'est pas qu'au traitement des maladies que le système de santé doit se vouer. Prévention et promotion de la santé doivent aller de pair. Et pour ce faire, les réalités familiales, sociales, économiques et environnementales des individus doivent être examinées dans leur globalité.
Les travailleurs sociaux pilotent des interventions de proximité dans les milieux de vie, les milieux scolaires et les milieux sociaux des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Ils s'occupent aussi d'interventions en santé publique, notamment en matière de prévention et de promotion de la santé. Bref, nous gagnons tous et toutes à nous inspirer des travailleuses et travailleurs sociaux dans notre pratique. Il faut donc reconnaître, une bonne fois pour toutes, la valeur ajoutée de la contribution des travailleuses et travailleurs sociaux sur la santé des Québécoises et des Québécois. Il faut aussi leur allouer la place nécessaire pour bien agir. En effet, en santé, nous devons tenir compte à la fois des besoins de la population et des limites actuelles du réseau. Nous devons aussi respecter l'autonomie professionnelle des soignants et leur laisser les coups des franges pour agir et faire une réelle différence. Un meilleur accès aux soins passe inévitablement par l'élargissement des services communautaires et de proximité, et les travailleurs sociaux sont passés maîtres en la matière. En se déplaçant sur le terrain, dans les milieux de vie ou de soins, dans les établissements scolaires, ils constatent les problèmes à la source et arrivent ainsi à mettre à contribution les bonnes ressources pour espérer juguler l'hémorragie rapidement. Ce qui rend les soins non seulement accessibles au plus grand nombre, mais aussi plus efficaces. Tel que nous l'envisageons, le système de santé de demain doit être abordé sous l'angle du service à la clientèle et porter bien haut la voix des patientes et des patients. Pour ce faire, il faut considérer la santé comme un tout en y englobant les volets médicaux et sociaux. Les travailleurs sociaux doivent y jouer un rôle prépondérant, un rôle reconnu à réelle valeur ajoutée, auquel doivent être accolés une confiance et une large liberté d'action. Ce qui m'amène à mon avant-dernier point, l'organisation des services sociaux au Québec. De nombreux changements dans l'organisation des soins de santé et des services sociaux ont eu lieu au fil des ans et de nombreux autres s'ajouteront en lien avec le projet de loi 15 visant à renouveler l'encadrement du système actuel. L'apport des travailleuses et des travailleurs sociaux est indispensable à la mise en œuvre de ces changements et à l'adoption de nouvelles politiques publiques. D'autant que nous vivons heureusement de plus en plus vieux au Québec. Et pour demeurer autonome et vivre à domicile le plus longtemps possible, nous devons non seulement bénéficier du soutien de personnes proches aidantes, mais aussi de l'encadrement des évaluations psychosociales et des connaissances vastes et pointues des travailleurs sociaux. Et lorsque la vie tire à sa fin, on parle alors de soins de fin de vie, les travailleurs sociaux contribuent à la mise en œuvre des législations encadrant les soins de fin de vie en soutenant les personnes qui en font la demande, en guidant leurs proches dans le dédale des procédures administratives et en épaulant de merveilleuse façon les équipes interprofessionnelles qui préservent la dignité des individus en fin de vie. Nous gagnons donc à travailler en collégialité et à associer nos forces pour le bénéfice de la collectivité. La collaboration et l'arrimage entre les autres professionnels sont des clés pour que les cadres légaux soient respectés, pour qu'ils fonctionnent au mieux et pour que tous, des patients aux soignants, puissent en tirer de grands bénéfices. Enfin, un mot sur la formation en travail social. Je l'ai mentionné plus tôt et je le répète, l'interprofessionnalité et la collaboration doivent être renforcées. J'ajouterai maintenant qu'elles doivent aussi être ancrées sur de solides bases pédagogiques. Pour que tous les professionnels de la santé soient au fait du vaste champ d'action du travail social, le Collège des médecins est d'avis que des formations communes gagneraient à être implantées. C'est à travers une meilleure compréhension des rôles et apport de tous les intervenants et intervenantes en santé que tous pourront être mieux mis à contribution. Quand je m'adresse aux autorités gouvernementales, j'ai l'habitude de dire qu'aux yeux du Collège, replacer le patient au cœur du système de santé, c'est améliorer les soins et services de première ligne et de proximité, c'est en simplifier l'accès et c'est en optimiser les effets. C'est valoriser les femmes et les hommes qui desservent quotidiennement la population en leur octroyant les ressources et la latitude nécessaires pour s'exécuter avec professionnalisme et rigueur. Et c'est offrir une panoplie de services aux patientes et patients de manière à prendre soin en temps opportun de leur santé physique comme de leur santé mentale. Que nous soyons travailleurs sociaux, que travailleurs sociaux ou médecins, nous chérissons un but commun, c'est celui d'œuvrer pour le bien de la population. Et rappelons-nous qu'aujourd'hui comme demain, cette population a déjà et aura encore beaucoup besoin de soins de santé et de services sociaux forts, interreliés, coordonnés, intégrés et ancrés dans la pérennité. Ça signifie, entre autres choses, de tendre vers plus de collaboration et plus de décentralisation. Il faut innover et collaborer pour trouver ensemble
des façons de faire à travers des soins de première ligne forts, jumelés à des services de proximité bien ficelés. C'est ainsi que l'accessibilité sera accrue. C'est aussi ainsi que les prestations pourront être offertes dans des délais plus raisonnables et dans un rayon géographique davantage acceptable. Le Collège a le mandat de protéger le public en lui offrant une médecine de qualité, mais en plus de veiller à la qualité des soins, il faut aussi, et de plus en plus, que nous nous penchions sur ce qui freine l'accessibilité à ces soins. Il faut donc changer les paradigmes et les façons de faire afin que les difficultés d'accès aux soins de santé et aux services sociaux soient réduites à leur plus simple expression. Et pour y arriver, il faut repenser les trajectoires de soins et miser sur l'interprofessionnalité pour gagner en efficacité. D'ailleurs, un sondage que nous avons mené en 2022 auprès des citoyens et des médecins nous a fourni une statistique éloquente. 90% se disaient favorables à une prise en charge par des professionnels de la santé autres que seulement les médecins. Un rapprochement interprofessionnel et la constitution d'équipes soignantes multidisciplinaires sont des initiatives non seulement souhaitables, mais essentielles. Un rapprochement du Collège des médecins avec les travailleuses et travailleurs sociaux l'est tout autant. Je vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'occasion de vous adresser la parole aujourd'hui et de m'avoir permis de vous exposer la vision et les réflexions du Collège. Dans le système qui est actuellement le nôtre, il existe bel et bien un déséquilibre entre soins de santé et services sociaux. Les services sociaux, bien qu'étroitement liés à la santé, ne reçoivent actuellement pas toute l'attention méritée. Sachez, en guise de conclusion, que toutes les initiatives permettant d'apprécier et de mieux faire connaître l'apport des travailleuses et travailleurs sociaux dans le réseau obtiendront l'appui du Collège des médecins du Québec. Merci de votre attention. On est disponible pour répondre à des questions d'éclaircissement. Merci beaucoup, Dr Gaudreault. Merci donc d'être en duo pour répondre à nos questions. Je vais laisser mes collègues débuter la ronde. Allez-y, peut-être Denis? Oui, très bien. Donc, peut-être vous le savez, mais la démarche des États généraux du travail social au Québec est composée de plusieurs étapes consultatives et participatives qui ont eu lieu précédemment. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vraiment, on a entendu à maintes reprises ce constat que vous nommez vous-même là, du déséquilibre entre santé et services sociaux dans l'organisation des services. Comment on pourrait conjurer ce déséquilibre? Comment faire en sorte que ce soit différent au niveau des pratiques dans les services de santé et de services sociaux? Ben, un début de réponse, mais après ça, Isabelle. Isabelle, en passant, et je dirais la permanente au collège, plus dont la responsabilité de relation avec les autres ordres professionnels, c'est vraiment elle qui est l'experte parmi nous. Là. Ça fait que souvent, je vais répondre, mais je vais me faire seconder par sa compétence et ses connaissances. Donc, pour moi, c'est un travail d'équipe. Hein, vraiment, je ne pense pas qu'actuellement, au moment où on se parle, encore en 2023, même si ça fait des années qu'on parle d'interprofessionnalisme et de travailler en équipe, que c'est le cas sur le terrain. C'est encore, à mon avis, il faut encore le dire, il faut encore le clamer haut et fort par rapport à la place des travailleurs sociaux dans cette équipe-là. Même, je dirais, au collège, puis je me fais une réflexion personnelle. Il y a des autres professionnels avec lesquels nous avons des collaborations très étroites, mais ce n'est pas nécessairement le cas avec les travailleurs sociaux. Donc, moi, j'en prends l'engagement ce matin de collaboration plus proche entre nos deux autres professionnels. Je ne dis pas qu'on ne se parle pas, là, mais ce n'est pas au même titre, exemple, que les relations que nous avons avec les pharmaciens ou les infirmières, juste pour nommer ces deux professions-là. Donc pour moi, ça va à la fois servir, je ne sais pas, une notion d'exemplarité entre nos deux autres professionnels, mais aussi de revenir de façon plus régulière sur l'importance du travailleur social dans l'équipe multidisciplinaire de soins. Isabelle? Merci, Dr Gaudreault. Oui, j'ajouterais aussi que c'est probablement
d'augmenter l'exposition au travail en collaboration interprofessionnelle dès la formation des professionnels de la santé, en santé et en services sociaux. Pour justement bien illustrer dès la formation à quel point cette collaboration-là dont parlait Dr Gaudreault là, est importante, puis à quel point elle fait toute la différence au niveau là, de ce qu'on peut apporter comme accompagnement et dans le suivi des patients, à quel point on est mieux outillé en travaillant en collaboration interprofessionnelle et à quel point les travailleurs sociaux ont une place, notamment au niveau des soins de proximité, des soins de première ligne, qui est vraiment incontournable. Dr Gaudreault et moi, on a travaillé tous les deux dans le milieu de l'enseignement pendant de nombreuses années. Puis, on a, à partir du moment où, entre autres, où les GMF se sont créés, puis qu'on a intégré dans les GMF les travailleurs sociaux de façon plus formelle dans le cadre GMF et que moi, j'étais en GMF universitaire à Bordeaux-Cartierville, on avait vraiment des travailleurs sociaux qui contribuaient à l'enseignement puis aux discussions autour de certains patients pour lesquels on avait besoin de travailler en équipe. Puis, c'était évident dès les premières participations à quel point on avait des angles morts qui, avant d'avoir intégré les travailleurs sociaux pour plein d'aspects qui nous aidaient à mieux comprendre la réalité du patient et à mieux l'accompagner, lui et ses proches. Donc, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation qui doit être dès les premiers moments de la formation. Aussi au niveau des rôles que les travailleurs sociaux peuvent avoir au niveau de l'organisation des soins. Là, on est dans Dr Gaudreault en parlait tout à l'heure, on est dans une période où on revoit l'organisation du réseau. Mais comment on peut s'assurer que les travailleurs sociaux sont interpellés puis sont impliqués de façon très claire au niveau de l'organisation des soins, puis qu'on voit l'organisation des soins sous l'angle des services sociaux autant que sur l'angle de la santé. Puis c'est sûr que si les nouveaux établissements tels qu'ils seront configurés ont une portée pas seulement dans l'établissement qui est l'hôpital, mais vraiment au niveau plus large, mais ça va aider aussi, je pense, à mieux comprendre à quel point c'est important qu'on considère tous les intervenants qui sont au cœur des soins de proximité dans l'organisation des soins. Tout à l'heure, je faisais référence à la tournée. Hein. J'ai fait une tournée des pôles santé depuis 1 an. Je me suis promené pas mal au Québec, un peu partout. Je visitais des établissements de santé, mais j'ai aussi fréquenté les 4 facultés de médecine du Québec. Et toutes les fois que je pouvais, en fait, je rencontrais des gestionnaires des médecins qui étaient en rôle de responsabilité, des comités des usagers partout, mais aussi quand il y en avait, des résidents ou des étudiants. Et les étudiants, j'ai toujours abordé avec eux à quel point ils étaient sensibilisés au travail en équipe interdisciplinaire dans leur formation, dans les premières années du cours de médecine, mais c'est pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Puis là, à mon avis, il faudra aussi travailler à faire en sorte que dès les premières années, dès même la première année, je dirais, de leur cursus de formation en médecine, que les étudiants ils soient mis en contact avec d'autres professionnels de la santé, d'autres étudiants des autres professions de la santé pour commencer à travailler plus en interdisciplinarité, parce que sinon, quand ils vont arriver dans leur stage de résidence ou dans leur pratique, ils vont faire ce qu'ils ont vu faire. Puis il n'y a pas tant que ça du travail en équipe au moment où on se parle. Donc, c'est à mon avis, mousser cela de meilleure façon au niveau de la formation des étudiants en médecine et dans les autres disciplines. Mais j'entends aussi dans votre exposé que vous disiez l'ensemble de ceux qui étudient pour devenir des soignants ou des accompagnateurs dans les soins devraient être formés aux enjeux et aux pratiques du travail social. Ouais. J'ai bien entendu, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Ça ne se fait pas, ça. Il n'y a pas de tronc commun sur les services sociaux appuyés. Là. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais à mon avis, ça ne se fait pas assez. Ouais. Il faut augmenter ça. Je veux dire, il y a des occasions, je dirais, de sensibilisation entre les étudiants des diverses formations, des diverses professions de la santé, mais pas suffisamment. Et donc dans nos relations, dans les relations que nous avons au collège régulières avec les facultés de médecine,
nous allons argumenter en ce sens. Merci de cette observation. Nadine, il resterait 2 minutes et demie. Allez-y, si vous avez une question. Écoutez, moi, j'ai retenu, vous avez retenu mon attention quand vous parlez d'autonomie professionnelle puis l'élargissement des milieux d'intervention médico-sociaux. Je pense que c'est des termes que vous avez utilisés. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est un chantier qui est là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais M. Dubé, il y a un an, appelait ça le décloisonnement des pratiques professionnelles. Hein? Et pour ma part, c'est un terme que je n'aimais pas, décloisonnement, parce que c'est plutôt négatif. J'ai proposé qu'on utilise un terme plus positif qui s'appelle élargissement des pratiques professionnelles. Et maintenant, on parle de ça. Ça ne vient pas juste de moi, cette affaire-là, là, mais quand même, on a argumenté pour qu'on passe de décloisonnement à élargissement. Et on est en discussion assez importante là, dans ce chantier-là, nous du collège, mais également les autres ordres professionnels de la santé, pour élargir, faire en sorte que des professionnels puissent, exemple, poser des diagnostics, ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant, pour vraiment plus travailler en équipe et atteindre l'objectif visé de ne pas nécessairement avoir accès à un médecin tout le temps, mais accès à un professionnel de la santé lorsque le besoin se fait sentir. Donc, c'est dans ce sens-là l'élargissement des pratiques professionnelles, y compris au niveau des travailleurs sociaux. Merci. Rapidement, Denis, dernière observation. Vous avez parlé tantôt, Dr. Gaudreault, de formation conjointe. Avez-vous des thématiques ou des exemples de formation conjointe qui seraient pertinentes à développer? Ben, exemple, c'est un exemple, hein, mais moi, je suis un gars de Chicoutimi, hein, fait que je suis encore proche de cette région-là. Puis dans ma tournée, notamment, je suis venu à l'Université du Québec à Chicoutimi une certaine journée où il y avait des étudiants en médecine et dans les autres disciplines de la santé qui, pendant une journée de leur première année, étaient ensemble pour discuter de vignettes cliniques qui leur étaient présentées. C'est des choses comme ça qui, à mon avis, on devrait commencer à regarder, à implanter ça de façon plus généralisée dans les facultés. Si je peux me permettre de rajouter, par rapport aussi à la formation continue, je pense que les professionnels de la santé, puis à diverses occasions, là, on a bien réalisé dans le cadre notamment des travaux sur le chantier qu'on avait sur l'accès aux soins, puis où la collaboration interprofessionnelle a été clairement identifiée comme une solution pour améliorer l'accès. On a vu à quel point il y avait une méconnaissance des différents professionnels de la santé de la part de la population, mais entre professionnels de la santé aussi et des services sociaux qui avaient une certaine méconnaissance. Alors, je pense que oui, comme on le disait, ça commence au niveau de la formation, dès la formation initiale, mais la formation continue aussi. Je pense qu'il faut saisir les opportunités de faire de la formation continue où on met des professionnels de différentes professions ensemble. Je pense qu'un exemple, entre autres, c'est les changements à la loi sur le curateur public. Je pense que c'est venu augmenter les responsabilités, notamment et en fait moduler là, les responsabilités des médecins et des travailleurs sociaux dans l'application. C'est une belle occasion aussi de développer des formations conjointes où on peut mieux comprendre le rôle de chacun et s'arrimer ensemble. Donc, le volet formation continue est important aussi. Eh bien, encore une fois, passionnant. C'est le temps de vous dire merci à tous les deux. Vraiment, vous avez fait un plaidoyer en faveur du travail social. Et je suis sûre que ça a dû être assez doux aux oreilles de beaucoup de gens. Je vous remercie de votre participation tous les deux.